Hey! Aujourd'hui, je vous retrouve enfin après ce déconfinement pour vous parler de mes nouveautés réception manga. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard, mais ça va pas être simple. Je vais commencer par vous présenter quelques réceptions que j'ai eues avant le confinement mais que je n'ai pas pu vous présenter sur YouTube parce que je n'avais pas le matériel à disposition. Par contre, je ne vais pas du tout m'attarder dessus, c'est juste pour leur donner un peu plus de visibilité que sur mon compte Instagram. On commence par le tome 1 de Why Nobody Remembers My World. C'est un tome que j'ai plutôt bien apprécié, sans plus, honnêtement. Comme beaucoup de shonen et seinen de la part de Doki Doki, le tome 1 me plaît généralement plutôt pas mal, mais après ça s'essouffle, donc à voir sur la durée. Je vous en parlerai un peu plus sur un post Instagram quand je recevrai le tome 2, je dirai un peu plus, pas mon avis définitif, mais un avis un peu plus construit. Ensuite j'ai reçu plein de suites de la part de Pika Édition, donc La Destinée de Yuki, Our Little Secrets, La Courtisane des dos que j'ai adoré, d'ailleurs c'est bientôt la fin, je suis un peu triste, et Mon Colloque d'Enfer. Donc tout ça généralement j'en parle sur mon compte Instagram, donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai également reçu le tome 6 de Hailey de la part de Kana, donc j'aime toujours autant, c'est un shoujo, ça marche avec moi. La suite de Goodbye Red Beryl de la part de Taifu Comics que j'ai beaucoup apprécié, et là j'ai carrément envie de faire une photo pour Instagram, donc pareil je réserve mon avis sur Insta et tout parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter après, c'est catastrophique. Ensuite de la part de Akata j'ai reçu Nos cœurs évanescents et Don't Fake Your Smile. Ces deux tomes dont j'ai parlé sur Instagram, j'ai fait des photos, je vous mets ça ici et ici. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez regarder mon avis sur le sujet. Donc maintenant que je vous ai présenté très brièvement un petit aperçu de mes réceptions non présentées avant le confinement, je vais vous présenter les réceptions que j'ai eues cette semaine, que j'ai eu le temps de lire et celles que je n'ai pas eu le temps de lire. Je vais commencer par un tome qui m'a beaucoup touchée, il s'agit d'un one-shot de Akata, Show Me Love. Je vous rappelle que tous les résumés sont dans la barre d'infos pour ce qui est des nouveautés, donc des tomes 1 ou des one-shots. C'est un manga qui m'a beaucoup touchée parce qu'il traite de problèmes familiaux beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Dans Show Me Love, on va plus traiter des problèmes qu'on peut rencontrer avec son père, la relation père-fils et père-fille, et également un petit peu de la relation maternelle, évidemment c'est vraiment problèmes familiaux en général, et également un petit peu de violence. J'en demande pas plus en fait pour les dessins, ils sont très beaux, ils sont doux et ils transmettent des émotions, nickel. Pour ce qui est du scénario, on se prend tout de suite d'affection pour le petit garçon qui vit donc qui vit chez sa mère mais qui va de temps en temps voir son père parce que son papa lui manque. Il a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour paternel qu'il n'obtient pas avec ce papa divorcé. Je trouve le papa de Kenta, donc Kenta c'est le petit garçon, un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'a aucune affection pour son petit, alors que on voit qu'il a des sentiments pour son petit garçon, mais il ne les exprime absolument pas, et ça va de ça en fait le souci. On se prend en fait d'affection pour chacun des personnages, on essaie de se mettre à leur place, mais moi vraiment le petit Kenta c'est celui qui m'a le plus touché, le plus ému, et c'est celui qui me rend le plus triste parce que en fait il est victime en fait de cette situation, de sa situation familiale, de ses parents divorcés, de sa mère qui s'est remis avec quelqu'un qui est violent malheureusement. Il subit en fait la situation et c'est très déstabilisant. Le seul bémol de ce manga c'est le format one shot, ça va pas du tout. En fait c'est un scénario, un sujet, même les personnages auraient pu être traités sur plusieurs tomes, et là je trouve que c'est beaucoup trop court. Je suis restée carrément sur ma fin, la fin du tome en fait. Je pensais tellement que ça allait aller plus loin, beaucoup plus développé. Et on sent que ça peut être plus développé. Là c'est vraiment, on survole vraiment le problème dans ce manga là, dans ce tome là, parce qu'on peut pas aller plus loin, on peut pas creuser plus loin, ou alors le tome il aurait dû faire genre au moins le double de l'épaisseur de ce tome là. J'aurais aimé que les sentiments des personnages soient beaucoup plus développés, notamment celui du père de Kenta, parce que on sait pas ce qui se passe dans sa tête, on comprend pas pourquoi il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, pourquoi il n'arrive pas à avoir des marques d'affection envers son fils. On a aussi également la jeune fille ici, je ne sais plus son nom, Nami. Son père l'a abandonnée et leur a laissé toutes ses dettes à elle et à sa mère. J'aurais aimé aussi qu'on connaisse un peu plus son passé et qu'on développe un peu plus. Voilà, c'est le seul bémol de ce manga, mais sinon je le trouve très touchant et c'est vraiment une très bonne découverte. Vous savez que j'adore le yaoi, j'adore, et ça m'avait tellement manqué d'en lire pendant le confinement.
que je me suis jetée sur le tome 1 de Therapy Game envoyé par Tefu Comics. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je suis ravie que ce soit un yaoi en plusieurs tomes parce que là, il y a vraiment matière à développer, il y a vraiment matière à faire au moins 3-4 tomes, je pense. Enfin, j'espère qu'il y en aura plus, on verra bien. Donc là, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est un mec qui se fait larguer par sa copine, il est étudiant. Il est étudiant, il se fait larguer par sa copine pour un autre mec et en fait il va boire dans un bar et le lendemain il se trouve dans le lit d'un homme. Alors pourquoi le nom Therapy Game? C'est que on va supposer que pour noyer son chagrin et comme une sorte de thérapie pour passer à autre chose et ne pas penser H24 à son ex-copine, notre petit Shizuma va comme s'il entamait une thérapie avec un homme, alors que de base il est hétérosexuel, il s'est surpris lui-même à être bi ou homosexuel, donc avec cet homme qui est Minato. Alors le fait de... comment dire? Le fait de sous-entendre d'utiliser quelqu'un pour aller mieux, enfin j'ai un peu de mal avec ça en fait, tu peux pas passer à autre chose en utilisant quelqu'un ou en couchant avec quelqu'un ou en passant directement du coq à l'âne, donc d'une femme à un homme, enfin... J'ai pas trop aimé ce sous-entendu en fait de thérapie. Par contre, j'ai beaucoup aimé le scénario qui est bien riche. Les personnages sont loin d'être lambda, sont loin d'être le classique du dominant-dominé, genre du mec paumé dans sa vie, qui cherche l'amour patati patata. On en est quand même vachement loin. Les personnages sont beaucoup plus développés, beaucoup plus riches et beaucoup plus travaillés. Je ne vous parle même pas des dessins qui sont absolument divins. Ils sont incroyables, ils nous font passer les émotions mais d'une force, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis pendant les scènes un petit peu olé olé, forcément ça fait plaisir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas du tout cette relation très basique dominant-dominé, que ce soit dans la relation en elle-même ou leur relation en est tout aussi passionnante et assez surprenante puisque les deux ne s'attendaient pas à développer des sentiments aussi forts l'un envers l'autre. Mais évidemment quelques petits quiproquos, quelques petites comment dire, scènes un petit peu malaisantes vont faire que leur couple, enfin leur début de couple, leur début de relation plutôt parce qu'ils ne sont pas en couple, va être grandement perturbé et ils vont comment dire, être mis à rude épreuve. Moi je trouve que c'est un excellent yaoi pour le coup, j'aime beaucoup. Puis là les dessins je m'en lasse pas quoi, entre les décors, les mises en scène, les ambiances, les personnages, les expressions, il y a tout qui est mais dessiné d'une main de maître, j'adore. Ensuite on va passer à Pika Édition qui m'a régalé ce mois-ci. Ils m'ont envoyé le tome 1 et 2 de Shibuya L, un manga évidemment, je ne vous fais pas de dessin qui traite d'un thème horreur. Pour l'instant je n'ai lu que le tome 1 mais je pense que le tome 2 va être dans la même continuité, donc pourquoi pas vous en parler. On peut comparer l'histoire à une histoire de zombies mais avec des poissons rouges. On va suivre un jeune lycéen cinéphile qui se rend à Shibuya pour rejoindre des amis et d'un instant à l'autre la ville va être envahie par des poissons rouges qui flottent dans les airs et qui commencent à becqueter absolument tout le monde. Et le but donc de ce jeune lycéen va être de survivre face à cette espèce de poisson rouge mangeur d'hommes. Alors je peux comparer ce manga à Starving Anonymous pour le côté ultra gore. Starving Anonymous, je vous en avais parlé, c'est un manga qui me rendait extrêmement mal à l'aise. Au vu des insectes mis en scène absolument dégueulasses, enfin c'était même pas des insectes au final, c'était des mi-insectes, mi-extraterrestres, mi-monstres et c'était absolument ignoble. C'était malsain, c'était malaisant. Je pourrais donc comparer Shibuya L à ce manga là, sauf que Shibuya L c'est le même côté malaisant, malsain, etc. et vraiment ultra gore, ultra gerbant, parce que moi vraiment il m'a quand même dégoûté ce manga. Sauf que vous remplacez les insectes par des poissons rouges. Je trouve ça légèrement moins glauque, mais quand vous voyez leur gueule, je crois que c'est tout aussi glauque. Ce qui fait la force de ce manga, c'est le côté un petit peu what the fuck. On est habitué aux zombies, bon, dans Starving Anonymous, les insectes extraterrestres, pourquoi pas, c'est what the fuck mais sans trop, mais là, des poissons rouges qui volent et qui becquent des insectes, d'où ils viennent, pourquoi la ville elle est entourée limite d'un dôme comme en fait un bocal à poissons. On se pose plein de questions en fait parce que c'est complètement c'est what the fuck mais irrationnel, on n'arrive pas à l'expliquer de pourquoi ils sont là. Je vous avoue que je serais un petit peu déçue si la piste extraterrestre était utilisée parce que ce serait un petit peu facile et un peu bon bah déjà vu mais avec des poissons rouges quoi. Ce manga survival horror suit la trame principale d'un manga horreur classique. On suit un personnage assez jeune, un lycéen. On voit plusieurs personnages tomber les uns après les autres. Il se lie d'amitié avec d'autres personnages.
voilà, c'est vraiment ce stress, ce suspense de savoir qui va mourir, qui va vivre, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, et surtout on veut savoir d'où viennent ces putains de poissons rouges volants. Donc certes, c'est what the fuck, on suit quand même une trame assez classique du manga horreur, mais moi j'adore l'horreur, donc forcément ça marche avec moi, et j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, on m'a envoyé le tome 9 de La Princesse et la Bête. Alors, je dirais que c'est un manga pause, c'est-à-dire qu'on n'avance pas plus que ça dans le scénario de l'histoire principale. On suit encore Salifi qui va jouer l'héroïne, remplir et accomplir son rôle de reine dans une autre ville et donc sauver une partie de la population et rétablir l'ordre et la justice. Mais je pense que dans le tome 10, on va avoir droit à quelque chose de beaucoup plus inquiétant et important puisque on a un petit... comment dire, notre petit roi qui s'inquiète énormément pour Salifi et qui apprend une nouvelle qui va le mettre en rogne. Et on comprend très vite que Salifi va être mise en danger, donc j'ai hâte d'avoir le tome 10. Là j'avoue que j'étais un tout petit peu déçue qu'on n'avance pas tant que ça dans l'histoire principale. Et ensuite j'ai reçu le tome 6, 7 et 8 de Eden Zero, donc ça je les avais reçus pendant le confinement et le 8 je l'ai reçu avant-hier il me semble. Je les ai lus d'une traite. En fait c'est un peu comme Fairy Tail, une fois qu'on commence à lire ou à regarder les animés on ne s'arrête plus tellement c'est intriguant, tellement c'est tout simplement ultra prenant. Il y a de l'humour, il y a de la tragédie, il y a des combats, il y a des scènes d'action vraiment assez incroyables. Les dessins sont ultra bien détaillés, ça on ne peut pas le retirer. D'ailleurs je peux dire que Eden Zero me fait grandement apprécier le côté science-fiction, mais vous savez tout ce qui se passe dans la galaxie, l'espace, etc. Tout ce qui parle de, je sais pas, vaisseau spatial, les planètes, etc. C'est pas du tout quelque chose qui me botte, c'est pas du tout ma came de base. Et j'avoue que Eden Zero me fait grave kiffer cette ambiance en fait de galaxie, de... je sais pas, j'aime trop. Alors c'est vrai que pour l'instant c'est assez simple, ça ressemble vachement à du Fairy Tail au niveau de l'histoire, donc c'est du scénario assez simple. Mais petit à petit, on espère à chaque fois que ça va amener à quelque chose de beaucoup plus travaillé et construit et quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et ensuite, oui ça a été rapide, on passe aux réceptions que je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai tout reçu cette semaine donc j'ai essayé de lire le maximum, notamment les nouveautés. Mais j'ai pas réussi à tout lire. On va commencer par Akata qui m'a envoyé le tome 1 de Autour d'elle et le tome 1 de Running Girl. Donc deux mangas toujours un poil engagés, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui fait la force de la maison d'édition Akata. J'ai vraiment hâte de lire les deux mangas parce que c'est tellement des histoires diversifiées ce que propose la maison d'édition Akata. Diversifié, engagé, réel. Ensuite on a Taifu Comics qui m'a envoyé le tome 1 de Le Monstre et la Bête et le tome 1 de Plonger dans la nuit. Donc un yaoi et un yuri. Un yaoi, je vais y arriver. Pour ce qui est de Plonger dans la nuit, j'ai trop hâte de commencer parce qu'il s'agit de mon deuxième yuri. Et que l'histoire a l'air super douce, le dessin je vous en parle même pas. Et pour ce qui est du Monstre et la Bête, j'avoue que ça m'a trop fait penser au manga en fait de Pika Édition, du coup La Princesse et la Bête. Me demandez pas pourquoi, du coup ça m'a intriguée, je me suis dit ce serait cool et tout, une histoire en mode La Belle et la Bête, tu vois. Enfin, ouais, je suis faible. En parlant de Pika Édition, ils m'ont envoyé en plus le tome 10 de Sacred Beast et le tome 2 de Chubits que j'ai trop hâte de lire. D'ailleurs, il est toujours sur Blister. J'adore les tomes. J'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie d'avoir une énorme collection de mangas comme ça réédités, enfin de mangas anciens réédités parce qu'ils sont vraiment beaux, ils ont vraiment un charme qu'on retrouve pas forcément dans les nouveaux mangas. Voilà, c'est tout pour mes réceptions manga de ce mois-ci. J'essaie vraiment de faire petit à petit. Là, ce que vous avez vu en dernier, c'est toutes les sorties de ce mois-ci. Donc, en tout cas, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais là, nous sommes en mai. Fin mai. Je vais vraiment essayer de faire petit à petit parce que sinon, je me retrouve à faire des montages pas possibles et des vidéos de plus de 30 minutes. Ce n'est pas agréable pour tout le monde. Si vous voulez voir les avis des mangas que j'ai présentés soit en début de vidéo, soit à la fin de ma vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je fais normalement des présentations pour tous les mangas, que ce soit en photo ou en story à la une avis manga. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.